Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte fondateur de la pensée occidentale, la politique d'Aristote. Faut s'imaginer, ça a été écrit il y a plus de 2300 ans, et pourtant ça cherche à répondre à une question qui est toujours au cœur de tout. Comment on fait pour organiser une société qui soit juste, stable, et qui permette à tout le monde de s'épanouir? On commence fort avec la phrase la plus connue d'Aristote sur le sujet. Elle a traversé les siècles. Pour lui, c'est très clair. Vivre en société, ce n'est pas juste un choix ou une contrainte. Non, c'est l'accomplissement même de notre nature d'être humain. D'accord, mais animal politique, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut juste dire qu'on aime bien débattre ou aller voter? Pas vraiment. Pour piger le truc, il faut revenir à la base, à la manière dont il voit la société se construire, brique par brique. Ce qui est génial avec Aristote, c'est qu'il ne commence pas par le sommet, avec des rois ou des gouvernements. Non, sa méthode, c'est de partir du plus petit élément pour comprendre le tout. C'est en regardant les choses depuis leur origine qu'on en sévit la vraie nature. Et ça, c'est un point absolument crucial. Bien avant les théories du contrat social qui voient l'État comme un accord un peu artificiel, Aristote nous dit non, la communauté politique, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est une extension logique de qui on est. Et voilà comment il a construit sa société. Tout part de la famille, la cellule de base pour survivre au jour le jour. Ensuite, plusieurs familles se regroupent, ça forme un village. Et enfin, quand plusieurs villages s'unissent, on arrive à la cité, la fameuse police. C'est l'aboutissement logique de tout ce processus. Donc la police, ce n'est pas juste une grande ville. C'est bien plus que ça. C'est une communauté qui arrive à se suffire à elle-même, qui est autonome. Elle peut répondre à tous les besoins, qu'ils soient matériels ou moraux. Et c'est seulement dans ce cadre-là que l'être humain peut vraiment s'accomplir. Et là, attention, c'est le changement de perspective qui change tout. Pour Aristote, la cité, ce n'est pas une simple alliance pour se protéger ou faire du commerce. Le but est beaucoup plus élevé. Il ne s'agit pas juste de survivre, mais de bien vivre. Ce concept de bien vivre, zen en grec, c'est vraiment le cœur du réacteur de sa pensée. On ne parle pas de plaisir ou de confort matériel ici, non. On parle d'une vie accomplie, une vie guidée par la vertu, la justice, la raison. C'est ça, la finalité de la politique. Ok, maintenant que la cité est en place, on passe à la question suivante et à l'aide de taille. Comment est-ce qu'on la gouverne? C'est là qu'Aristote devient l'un des premiers et des plus grands théoriciens des constitutions. Parce que la structure de la société, c'est une chose, mais la répartition du pouvoir, c'en est une autre. Qui doit avoir le dernier mot? Une seule personne? Un petit groupe? Ou tout le monde? Et surtout, dans quel but on gouverne? Et pour y répondre, Aristote nous sort ce tableau qui est d'une clarté incroyable et qui a traversé les âges. Il utilise deux critères. Premièrement, combien de personnes dirigent? Et deuxièmement, le critère le plus important, est-ce que le gouvernement agit pour le bien de tous ou juste pour son propre intérêt? Alors, quand les dirigeants visent le bien commun, on a les régimes justes. La royauté, c'est le pouvoir d'un seul homme vraiment exceptionnel. L'aristocratie, littéralement le pouvoir des meilleurs, c'est une élite vertueuse qui dirige. Et enfin, la politie, c'est quand la masse des citoyens gouverne, mais en respectant une constitution et l'intérêt de tous. Mais bien sûr, chaque forme juste a son côté obscur, sa version corrompue. C'est ce qu'Aristote appelle une déviation. Voyons un peu comment ça se passe. Le point de bascule, il est finalement assez simple. C'est l'intérêt. Dès que le bien commun est mis de côté au profit de l'intérêt privé des dirigeants, le régime se déforme. Il devient une caricature de lui-même. La forme peut sembler la même, mais l'objectif, lui, a complètement changé. Et donc, la royauté dérape et devient la tyrannie. L'aristocratie se corrompt en oligarchie, qui est en fait le pouvoir des riches pour les riches, et la polité, quand elle oublie le bien commun pour ne servir que les intérêts des plus pauvres, ça devient ce qu'Aristote appelle la démocratie, un mot qu'il utilise de manière assez négative pour parler de la démagogie du pouvoir de la foule. Et qu'est-ce qui fait que ces régimes finissent par tomber? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Pour Aristote, le moteur des révolutions, ce n'est pas tant la pauvreté elle-même que le sentiment d'injustice. Quand une partie des gens se sent lésée, que l'égalité n'est plus respectée, eh bien la stabilité de la cité est en grand danger. Alors face à ce risque permanent de chaos, Aristote ne propose pas une solution de rêve, une utopie. Non, son approche est très pragmatique. Elle est basée sur une de ses idées les plus fortes, la recherche du juste milieu. La vie politique, c'est souvent un bras de fer entre deux extrêmes. D'un côté l'oligarchie, où les riches dominent et méprisent le peuple, de l'autre la démocratie démagogique, où la masse des pauvres cherche à prendre ce que les riches possèdent. Ces deux camps se détestent et nourrissent la guerre civile. La stabilité, la justice, la durée, tout ça ne peut venir que d'un équilibre. Le bon régime, c'est celui qui arrive à naviguer entre ces deux excès, à trouver un chemin modéré. Et alors, c'est quoi, concrètement, sa solution? La voilà.
la meilleure assurance vie pour une cité, la meilleure garantie contre les révolutions et l'instabilité, c'est l'existence d'une classe moyenne forte et nombreuse. Et ça, c'est une idée d'une modernité absolument bluffante. Mais pourquoi la classe moyenne est si importante pour lui? Eh bien, parce qu'elle n'est ni rongée par l'envie comme les plus pauvres, ni par l'arrogance et la soif de pouvoir comme les plus riches. Elle agit comme un tampon, un élément modérateur qui fait pencher la balance du côté de la raison, du compromis, et qui assure donc la survie de la cité. L'analyse d'Aristote, évidemment, n'est pas restée coincée dans la Grèce antique. Son influence sur la pensée politique occidentale est juste colossale, et elle est encore bien vivante aujourd'hui. La portée de son œuvre est immense. De Cicéron à Rome, qui va s'en inspirer directement, à Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, en passant par Machiavel ou encore Montesquieu au siècle des Lumières, ils ont tous lu, commenté et débattu avec Aristote. Ces idées de constitution, de bien commun, d'équilibre des pouvoirs, c'est la base de notre vocabulaire politique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, pour la route. Dans notre monde actuel, qui est très marqué par la polarisation politique, les extrêmes et des inégalités qui se creusent, est-ce que cet appel d'Aristote à renforcer le centre, à chercher un juste milieu, c'est une leçon qu'on a oubliée, ou au contraire, est-ce que c'est plus pertinent que jamais? La question reste ouverte.